D'accord. Bonsoir, Monsieur Villino, Eric Pagnou. Bonsoir, Justin. Bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et soyez les bienvenus à cette session de webinaire organisée par le Café des Alliés, qui est une initiative du cabinet Fidali. Donc, l'idée étant d'offrir un espace d'échange, de partage et de renforcement de capacités entre professionnels, praticiens, étudiants, jeunes, cadres et j'en passe. Donc, je suis comparé modeste, expert comptable stagiaire. Je suis le responsable du département études et conseils à Fidali. Et donc, je suis très ravi et honoré d'être votre modérateur pour ce webinaire dont le thème touche un sujet assez important en lien avec la gestion des projets et programmes. Donc, nos échanges vont porter sur le thème gestion des risques des projets et programmes. C'est un thème assez important, j'allais le dire, en ce sens que quand on parle de gestion des risques dans les projets et programmes, cela va consister à identifier, évaluer et traiter les incertitudes qui sont susceptibles d'affecter l'atteinte des objectifs. Cela également, on peut dire que ça vise à minimiser les menaces et à maximiser les opportunités afin d'assurer la réussite des projets et aussi la pérennité de ces derniers. Donc, pour un thème aussi pertinent, nous aurons le plaisir ce soir d'écouter M. Kapagnou, donc un expert du domaine. Donc, il est expert agréé en gestion des entreprises. Il est par ailleurs le directeur du cabinet Elite Expert. Donc, nous sommes sûrs que son expertise va nous éclairer sur les concepts de risque dans les projets et programmes et surtout comment les gérer efficacement. Donc, je vous invite donc à vous préparer pour des échanges riches et constructifs. Pour finir, pour un bon déroulement du webinaire et aussi pour que vous soyez à l'aise, nous allons vous demander de couper vos micros et que l'équipe technique puisse également veiller à cela. Donc, pour vos questions, préoccupations, vous avez le choix de nous laisser un message dans le chat ou d'utiliser tout simplement la fonction lever la main. Alors, sur ce, tout en vous souhaitant une très bonne session de webinaire, je m'en vais passer la parole à notre formateur du jour. Donc, monsieur Paparnou, si vous êtes là, je vous passe la parole. Merci à vous, expert comparé. Merci. Je voudrais faire mes civilités à tous les participants à ce webinaire. Permettez-moi quand même de témoigner toute ma gratitude aux organisateurs de ce webinaire. Comme vous l'avez si bien dit, je suis Eric Villino-Panou, expert agréé en gestion des entreprises. Je suis par ailleurs le directeur du cabinet Elite Expert. Alors, notre thème, vous l'avez introduit tout à l'heure, c'est la gestion des risques des projets et programmes. Notre plan est détaillé en 4 points, essentiellement la notion de risque dans les projets et programmes, la notion de management des risques, l'approche méthodologique d'identification des risques et enfin, la phase d'évaluation des risques. On ne saurait évaluer un risque ou plusieurs risques sans les avoir au préalable identifiés. Donc, on va apprendre au cours de cette session quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour identifier les risques, comment est-ce qu'il faut évaluer les risques afin quand même d'apporter des solutions. Nous sommes tous d'accord que le monde dans lequel nous vivons est incontestablement rempli de risques. Et j'ai l'habitude de dire, si nous avons choisi de naître, c'est que nous avons pris le risque de mourir. Il n'est pas rare de voir donc des projets aboutir à des échecs graves et coûteux, tant du point de vue organisationnel, technique que financier ou commercial, ou à une dégradation ou encore à une remise en cause de leurs principaux objectifs en termes de coûts, délais et performances techniques, voire à leur abandon pur et simple. C'est pourquoi le management des risques est devenu ces dernières années une préoccupation majeure dans la gouvernance des entreprises et dans la conduite des projets. Donc, comment parler de management de risque sans savoir ce que c'est que le risque
Comment le cartographier et l'évaluer? À travers ce webinaire, nous aborderons la notion du risque de projet, le concept de management de risque de projet, les approches méthodologiques pour identifier les risques, bien sûr, l'évaluation des risques après les avoir, bien sûr, cartographiés. Allons vers la notion de risque de projet. Nous ne saurons donner la définition sans nous accrocher aux normes qui existent. Quand nous prenons la norme ISO 31000, le risque peut être défini comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Kozo va nous dire que c'est la possibilité qu'un événement survienne et ait un impact défavorable sur la réalisation des objectifs. Et l'IIA 2017 va dire que le risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs. Le risque se mesure donc en termes de conséquences et de probabilité. En résumé, un risque étant un événement incertain qui, s'il s'avère, a un impact négatif, je précise bien, a un impact négatif sur au moins un des objectifs du projet, à savoir le délai ou les coûts, la qualité, le périmètre, la performance, etc. En gestion des projets, le risque zéro n'existe pas. Et comme je le dis, dans la vie courante, même le risque zéro n'existe pas. Donc, le risque est partout. Il est fort probable que votre projet ne se réalise pas selon les prévisions. Un risque est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité. Donc, en gros, c'est la définition que nous pouvons donner au risque se basant sur COSO, sur l'IIA, sur la norme ISO. Par exemple, un événement de risque qu'on peut avoir ici pourrait être l'incapacité d'un bureau d'études qu'on va nommer AZ à réaliser donc les études de modification d'un bâtiment Y pour fin 2024. Comment identifier ce risque-là? Les causes. Il y a une forte mobilisation des ressources du fournisseur pour d'autres projets et les impacts de la crise sécuritaire. Comme conséquence, c'est le retard de la réalisation donc de la modification de Y. Et action de réduction qu'on peut évoquer ici, c'est sous-traiter la réalisation des études ou encore de rechercher des ressources internes capables de réaliser les études. Donc, il est fréquent, néanmoins, d'observer des confusions entre la notion d'imprévu, la notion d'aléa, de risque, de problème et d'amélioration. Il convient donc de bien faire la distinction afin d'opérer un management des risques efficace. Comment se traduit donc cette différenciation? On va se poser la question de savoir quelle est la probabilité que l'événement se produise. On aura forcément deux réponses. Il est certain qu'il se produira, donc probabilité égale à 1, ou il est incertain qu'il se produirait. Probabilité inférieure à 1. Dans le premier cas, comme vous le voyez à l'écran, l'événement aura-t-il un impact positif ou négatif sur l'organisation? Il y a deux réponses possibles. Il y aura un impact positif, il y aura un impact négatif. Donc, s'il y a un impact positif, on peut parler d'amélioration, mais s'il y a un impact négatif, on parlera de problème. Je rappelle bien, il faut que l'événement se produise et que c'est certain. Certain, donc probabilité égale à 1. Même si l'impact est négatif, c'est-à-dire ici, c'est un problème. Mais de l'autre côté, il est incertain. Vous allez constater que dans la définition du risque tout à l'heure, on a dit que c'est incertain. Il est incertain qu'il se produira. Donc, la probabilité ici étant inférieure à 1, l'événement est identifiable. Dans un premier temps, après avoir posé la question de savoir si l'événement est-il identifiable, on a deux réponses. Oui, c'est identifiable. Non, ce n'est pas identifiable. Donc, si c'est identifiable, on aura donc l'impact sur le projet ou l'organisation est-il quantifiable?
Et oui, si c'est quantifiable, on peut donc parler de risque lorsque ça a un impact négatif. Mais quand ça a un impact positif, on dira que c'est une opportunité. Et de l'autre côté, non, ce n'est pas quantifiable. On parlera plutôt d'aléa. Et de l'autre côté, maintenant, l'événement est-il identifiable? Lorsque l'événement n'est pas identifiable, donc non, c'est non identifiable ou ce n'est pas identifiable, on dira que c'est un imprévu. Donc, en résumé, pour pouvoir faire la différence entre amélioration, problème, risque ou opportunité, aléa et imprévu, il faut pouvoir se demander quelle est la probabilité que l'événement se produise. Selon donc la réponse que nous aurons à cette question, on saura si on est dans le cas d'un événement à impact positif ou négatif. Bien sûr, est-ce que l'événement est certain? Et de l'autre côté, est-ce que l'événement est identifiable ou non? Bien sûr, voici l'événement est incertain avec une probabilité inférieure à 1. Donc, bien qu'hors du périmètre du management des risques, les imprévus ne doivent pas être sous-estimés. Ils peuvent générer des impacts importants sur les objectifs du projet en termes de qualité, coût et délai. Parlons un peu du management des risques parce que c'est ce qui est plus important. Notre objectif n'est pas d'éviter le risque, mais il faut savoir l'apprivoiser. Et comment? De manière générale, le management des risques se réfère au processus systématique d'identification, d'évaluation et de gestion des risques potentiels pouvant affecter les objectifs d'une organisation. Une gestion efficace des risques aide les organisations à minimiser les menaces et à tirer parti. La norme ISO 31010 illustre les principaux outils qui peuvent être utilisés dans l'analyse des risques. Bien sûr, après une évaluation de ces risques. Management du risque, activité coordonnée dans le but de diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque. La mise en œuvre du management du risque a pour vocation première de permettre l'atteinte des objectifs. Le management des risques de projet consiste donc à repérer les principaux facteurs de risque liés à la mise en œuvre et au développement du projet, à la classification de ces facteurs de risque et à mettre en œuvre des mesures de traitement et de prévention des risques principaux. Évidemment, c'est un processus sensible du projet placé sous la responsabilité du chef de projet ou selon la taille du projet, sous celle du risk manager. Le choix de la méthode de management a une forte influence sur les moyens qui seront utilisés au management des risques. L'analyse des risques de projet, donc, est systématiquement effectuée pour la revue d'offres et de contrats ainsi qu'au passage des jalons clés du projet. En cas de nécessité, le processus d'analyse peut être déclenché même en dehors du plan de révision prévu. Prenons un exemple. On a un contrat d'avenant prise en compte, bien sûr, d'une nouvelle zone d'intervention, modification de l'environnement, par exemple, politique, culturel ou technique. De ce fait, le processus de management des risques nous amène à nous pencher sur une méthode paramétrable et dynamique plutôt que sur un modèle rigide pouvant certes s'avérer plus performant. Donc, en fonction des paramètres, on identifie la méthode de management. Ces paramètres peuvent être des données numériques ou qualitatives. Il peut également être basé sur des outils. Mais quelles sont les typologies de management de risque de projet que nous avons? De façon conventionnelle, nous pouvons trouver le management à l'autruche, nous pouvons avoir le management orienté karma, nous pouvons avoir le management volontariste et le management in visionary. Et ces différentes typologies de management vont nous amener à dire quoi? Quand nous prenons le management à l'autruche, il consiste à ignorer les risques, c'est-à-dire synonyme d'incertitude,
ou tout simplement à les fuir ou encore péricliter sous l'effet de ces risques. Ce que je ne vous conseille d'ailleurs pas. Parce que si nous voulons atteindre nos objectifs et que nous choisissons d'opter pour le management à l'autruche, toutes les fois que nous allons ignorer les risques, on peut ne pas atteindre les objectifs qu'on nous a fixés. D'ailleurs, aucun bailleur de fonds ou aucune banque ou aucune structure ne va vous financer sans analyser les risques de l'investissement ou sans analyser les risques du crédit que vous demandez, etc. Même si c'est un projet économique ou un projet social, ça va être toujours le cas. Il faut donc réfléchir à voir est-ce que nous optons pour un management à l'autruche ou est-ce que nous allons opter pour un management orienté karma. Ce management orienté karma considère le risque comme un élément faisant partie de l'environnement du projet et sur lequel on a peu de prise. Il consiste à aborder le risque en début de projet et à le traiter une bonne fois pour toutes sans y revenir. Le traitement des risques intervient donc après la phase d'identification et d'évaluation sans trop s'attarder. L'une des méthodes consiste à prévoir le pire des scénarios et en les provisionnant en conséquence via les sociétés d'assurance. Nous pouvons prendre la construction des forages pour le compte d'un village donné ou des déplacés internes, par exemple. On a obtenu le financement. Tout de suite, on va se dire, qu'est-ce qui va arriver sur ce chantier-là? Qu'est-ce qui peut empêcher qu'on puisse aller jusqu'à la fin, jusqu'à terme? Il y a beaucoup de risques, beaucoup. Je vais prendre, par exemple, le risque d'accident. Ou sur le chantier, quelqu'un peut tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre attache avec les sociétés d'assurance et prendre les mesures nécessaires en cas de problème. Même si nous prenons même un bureau d'études. En exemple, vous avez un bureau d'études ou bien vous avez un cabinet et vous prenez la comptabilité des entreprises ou la fiscalité des entreprises. Vous savez, il peut arriver que vous puissiez commettre des erreurs qui vont créer des ennuis à cette entreprise-là. Quelle est l'assurance responsabilité civile que vous avez pris pour pouvoir faire face à des problèmes quand ça va venir? Donc, il faut se dire que toute action que nous voulons mener a forcément un risque derrière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour apprivoiser ce risque-là? Donc, une autre manière est la prise en compte de la loi des grands nombres où l'organisme multiplie les projets menés en parallèle en supposant que les gains de ceux à forte chance compensent les projets à fort risque. Il y a le management volontariste que nous avons cité tout à l'heure, qui consiste à penser que le risque est augmenté par sa simple évocation. Le responsable du projet de type volontariste est persuadé qu'avec la positive attitude et en mettant tous ses efforts dans la réalisation du projet, celui-ci n'a d'autre issue que sa réussite et que devant le risque, la seule solution est la fuite en avant. Bon, à chacun de voir s'il faut opter pour ce management volontariste. Le management and visionary, après les tâches classiques d'identification, d'analyse des risques, caractérisation, hiérarchisation et évaluation, divers scénarios sont mis au point. Ils correspondent à différentes positions prises par les variables de risque. On va identifier un environnement du scénario et aux stratégies et tactiques à adopter de l'événement du risque. Mais quand nous parlons de management volontariste et de management in visionary, prenons juste le management volontariste. Il suffit juste de dire que bon, c'est vrai, c'est un risque, mais bon, je sais que mon mental est assez fort pour supporter, donc on va passer le cap. Il faudra faire attention lorsqu'on est dans une situation pareille et choisir le bon management afin d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Les démarches de management des risques que nous avons, la première des choses à faire, c'est d'arriver à identifier. L'identification du risque. Et quand on identifie le risque, il faut l'évaluer. Et après l'évaluation, il faut une hiérarchisation parce que ce n'est pas, les risques n'ont pas les mêmes importances.
Donc, est-ce que le risque peut vraiment empêcher qu'on atteigne les objectifs? Il faut l'évaluer vraiment et arriver à hiérarchiser ces risques-là. Et quand on arrive à hiérarchiser, il faut passer au traitement. C'est comme vous avez un souci de santé et que vous allez voir un médecin, il faut qu'il fasse un diagnostic pour identifier le mal dont vous souffrez. Et s'il arrive à avoir 3 ou 4 maux, il faudra pour lui hiérarchiser pour voir qu'est-ce qui est plus grave. On va commencer le traitement par quoi et comment avoir la solution. Et quand il finit, il faut forcément faire un suivi. C'est la même chose. Nous avons un projet en face de nous. Nous allons identifier plusieurs types de risques. On va trouver les risques inhérents, on va trouver les risques incidents, les risques sources. Et il faudra les évaluer, les hiérarchiser, ensuite les traiter et garder à l'esprit qu'il faudra donc un suivi. Mais comment identifier un risque? Cette étape consiste essentiellement à connaître les événements indésirables. Elle porte sur les événements redoutés, identification a priori, et les événements réalisés, donc identification a posteriori. Donc, tout à l'heure, je parlais du management de l'autruche, où on peut donc ignorer le risque depuis le début, mais est-ce qu'au cours de la réalisation du projet, lorsqu'on rencontre des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à ignorer? C'est la question que l'homme doit se poser. Donc, il est important d'identifier le risque a priori et dans la réalisation même du projet, à chaque niveau, il faut donc identifier également des risques a posteriori. Elle peut conduire donc les organisations à élaborer leur propre classification des risques. Donc, risques inhérents, risques incidents et risques sources. Et quand on finit la phase d'identification, il faut passer à l'évaluation. Et l'évaluation des risques vise à quantifier la gravité des conséquences et la fréquence, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence de chaque risque, puis à déterminer ses causes et ses conséquences, donc dommages ou préjudices. Elle permet donc d'estimer la criticité des risques correspondants. Et quand on arrive à faire ça, il faut hiérarchiser les risques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette étape consiste à sélectionner les risques qui exigent la mise en œuvre d'actions préventives prioritaires. Et cette hiérarchisation est fonction de la fréquence et de la gravité de l'événement. Elle est établie en fonction donc de la criticité du risque, mais aussi de son acceptabilité, son évitabilité et son coût. Un poids est affecté donc au risque. Il est calculé comme le produit de la probabilité d'apparition du risque et de son niveau d'impact. Donc, comme vous le voyez ici, la criticité fait donc la probabilité d'apparition multipliée par l'impact. Et c'est avec cette hiérarchisation qu'on verra est-ce que le risque est assez grave, est-ce que le risque peut empêcher l'atteinte vraiment des objectifs, est-ce que bon, on peut gérer, est-ce que on peut arriver à contenir ce risque-là, ou franchement ce risque est insignifiant dans l'atteinte des objectifs. Lorsque vous avez de l'argent pour financer un projet et que vous bouffez l'argent, on peut détourner l'argent, on détourne et puis on se retrouve à zéro. La criticité est assez élevée à ce niveau-là. Parce que s'il n'y a plus d'argent, s'il n'y a pas de financement, on ne peut plus exécuter donc les activités. Du coup, le projet sera à l'eau. Comme technique de traitement, cette activité consiste à mettre en œuvre des dispositions appropriées visant à rendre les risques acceptables pour le projet. Comme je l'ai dit, on ne peut ne pas vivre avec le risque, mais comment l'apprivoiser? C'est ça qui est plus important. Et une fois qu'on rentre dans la phase du traitement, il faut penser à suivre le risque. Cette étape a pour objet de mettre à jour la liste initiale des risques identifiés, d'affiner les données et caractéristiques des risques déjà connus, de réévaluer leur criticité, de contrôler l'application des actions de maîtrise, d'apprécier l'efficacité des actions engagées au regard des objectifs fixés, bien sûr,
et de surveiller le déclenchement des événements redoutés, puis leurs conséquences. Il s'agit en fait donc des risques résiduels à surveiller. Le suivi du risque nécessite souvent la définition préalable d'indicateurs. Allons vers des approches méthodologiques d'identification de risques. Nous avons des outils intuitifs et nous avons des outils cartésiens. Donc, pour pouvoir identifier des risques, nous pouvons utiliser le brainstorming, nous pouvons utiliser la technique des mots évocateurs, donc calamité, sinistre, désastre, déboire, etc. On peut donc utiliser cette technique d'évocation, des mots évocateurs. Il y a l'analyse de la documentation existante, donc des rapports peut-être d'audit passés. Il y a beaucoup d'autres informations. Interview d'experts, bien sûr. Experts dans tous les domaines, etc. Ce sont donc des outils intuitifs qu'on peut exploiter pour pouvoir identifier des risques. Le simple fait même d'écouter les parties prenantes d'un projet, on peut être tenté de faire la liste d'un certain nombre de risques. Il y a les outils cartésiens. Parmi ces outils, on peut citer l'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de la criticité. On a l'analyse préliminaire des risques. Il y a le diagramme de cause à effet que nous appelons le diagramme d'Ishikawa, etc. Donc, en résumé, pour identifier les risques, on a besoin d'utiliser des outils intuitifs, on a besoin d'utiliser des outils cartésiens. On va faire un exercice. On va prendre le diagramme d'Ishikawa pour voir comment est-ce qu'il faut identifier un risque à travers donc les 5 M. En réalité, le diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme de cause et effet ou encore diagramme en arête de Poisson, est un outil de résolution de problèmes d'une organisation. Conçu donc par Kaoru Ishikawa, il prend la forme d'un arbre avec plusieurs branches ou d'une arête de poisson, bien sûr. On y retrouve donc l'effet, le problème que rencontre l'organisation, à la tête, et les causes, c'est-à-dire les 5 M, sont modélisées par donc des branches. Et vous voyez, on va nommer effet. Il y a un micro qui est activé, s'il vous plaît. Pourquoi utiliser le diagramme d'Ishikawa? Le principal intérêt du diagramme est d'identifier l'ensemble des causes qui ont une influence plus ou moins directe sur un problème observé. Une organisation qui fait, par exemple, face à une baisse de son chiffre d'affaires se pose naturellement la question de savoir pourquoi cette baisse a lieu. Dans notre culture, parfois, c'est rare de se poser cette question-là. Hein? Dans nos entreprises, quand on a un projet, on a démarré, les premiers jours, ça marche très bien. Quelques mois après, on constate que l'activité commence à baisser. Le premier réflexe de l'homme, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on n'a pas un frein à une règle de la nature? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, la meilleure question, c'est de se demander, qu'est-ce qui est à la base? Donc, quand nous prenons notre organisation, le chiffre d'affaires a commencé à baisser, on doit être en mesure de se poser la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi cette baisse-là? Et c'est pour répondre à ce type de questions que l'utilisation de cet outil s'avère pertinente. Les causes identifiées sont ensuite hiérarchisées, permettant à l'entreprise de prioriser les efforts à mener pour résoudre le problème. Vous avez un projet qui est financé par une institution, une grande institution, et à un moment donné, on refuse de vous accorder le financement. Il ne faut pas juger l'institution a priori. Il faut se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Et quand nous arrivons à utiliser soit les outils intuitifs ou les outils cartésiens, on peut être à même d'identifier les risques ou les éléments qui empêchent désormais qu'on nous donne les financements. Donc, cause, sous-cause, ainsi de suite. Donc, la force du diagramme d'Ishikawa est d'être un outil très visuel. Une représentation graphique facilite grandement la communication autour du problème. Ceci offre donc aussi aux dirigeants une vision globale à la fois synthétique et précise de l'effet néfaste identifié.
Le diagramme de cause et effet est applicable pour tout type d'organisation qui rencontre un dysfonctionnement, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité. Il est un outil de gestion d'aide à la prise de décision en cas d'instabilité au sein de l'organisation. Ce n'est pas un outil optimal, bien sûr, pour développer l'organisation comme peut l'être l'analyse SWOT, mais pour régler les dysfonctionnements. Je répète bien, pour régler les dysfonctionnements. Il est cependant possible de s'en servir pour développer l'organisation en indiquant donc un effet, c'est-à-dire un objectif à atteindre, et en se servant des 5 M pour trouver des leviers plutôt que de pointer donc les causes. Et comment faire un diagramme d'Ishikawa? La première des choses, c'est de pointer l'effet. Ensuite, dresser les causes. Repérer les causes sur lesquelles l'entreprise peut agir et hiérarchiser ces causes-là. Donc, la méthodologie de construction d'un diagramme d'Ishikawa peut être découpée en 4 grandes étapes que nous avons citées, à savoir pointer les faits, dresser les causes, repérer les causes sur lesquelles l'entreprise peut agir, hiérarchiser donc ces causes-là. Prenons un cas pratique. Tout à l'heure, on disait qu'un restaurant a constaté une baisse de fréquentation de son établissement. Pour donc identifier les causes de cet effet. L'effet ici, c'est la baisse de fréquentation. On n'a plus de clientèle. Ce restaurant donc décide d'utiliser le diagramme d'Ishikawa. Pour réaliser ça, il nous faut la méthode. Donc, recette des plats. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé au niveau de la recette des plats? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est le même cuisinier? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quand les clients mangent, ils ont des soucis? Vous voyez que pour pouvoir retrouver la méthode utilisée, on a besoin de faire des enquêtes, on a besoin d'interroger les clients, on a besoin d'interroger le cuisinier. Toutes les parties prenantes au sein de ce restaurant-là, on a besoin de les toucher afin de savoir, au niveau de la méthode, au niveau de la recette des plats, qu'est-ce qui n'a pas marché. Qualité des ingrédients, c'est la même chose. Donc, les plats sont constitués quand même par des ingrédients. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas que la nourriture. Et le milieu, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau concurrent qui est là? Qu'est-ce que le concurrent a amené de plus qui nous ramène à un niveau zéro pratiquement? Également, est-ce que les habitudes de consommation n'ont pas changé par hasard? Ce sont des questions qu'il faut se poser sur le milieu. Et nous prenons également l'aspect du matériel. Donc, le mobilier. Est-ce que le mobilier n'est pas vétuste? L'aménagement même de la salle. Donc, est-ce que notre restaurant, la peinture qu'on avait faite depuis 5 ans, est-ce que cette peinture-là n'est pas dégradée? Est-ce que les dessins qu'on avait faits qui attiraient les clients, est-ce que ces dessins n'ont pas été dégradés? Il faut se poser tant de questions. Même les ustensiles de cuisine. Prenons le personnel. L'attitude du personnel. La main-d'œuvre, bien sûr. Donc, quand je parle de 5M ici, c'est la méthode, la matière, le milieu, le matériel, la main-d'œuvre. Est-ce que le personnel qui avait commencé avec nous, est-ce que ce personnel a toujours été motivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le personnel a pu dire aux clients? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser et ces questions vont nous permettre, la réponse du moins à ces questions vont nous permettre de savoir quels sont les éléments qui sont à la base de cette baisse de fréquentation. Les causes, risques, sources identifiées au sein des 5M pourraient donc être la méthode, donc le processus de fabrication, les recettes pour élaborer les plats, etc. La matière, c'est-à-dire la qualité des ingrédients qu'on utilise, le milieu, la présence d'un nouveau concurrent au sein de la zone de chalandise, les habitudes de consommation qui ont évolué, etc. C'est beaucoup d'autres choses, hein? On a juste essayé de sélectionner. Quand on prend le matériel de la salle est-il vieillissant? Le mobilier est-il vieillissant? L'aménagement intérieur est de moins en moins séduisant aux yeux des clients, etc. Donc, quand nous avons un projet, on a bien démarré le projet, au fil d'un an, 2 ans, 3 ans,
il faut qu'on ait la présence d'esprit de voir quel est l'impact. Aujourd'hui, notre situation sécuritaire peut provoquer la baisse du chiffre d'affaires d'une entreprise. Il faut être à même de savoir pourquoi cette baisse. Il y a la main-d'œuvre. Le personnel a peut-être une attitude qui ne convient pas à la clientèle. Donc, toute organisation doit se poser cette question-là. Même si c'est un projet, même si c'est une ONG, les dirigeants hiérarchisent donc ces causes en fonction de leur impact et de la capacité de l'organisation à pouvoir agir sur ces causes. Dans ce cas pratique, il pourrait s'agir d'abord de prioriser la main-d'œuvre qui demande davantage une optimisation du management que des moyens financiers. Donc, on peut bien sûr avoir les moyens financiers, mais si la main-d'œuvre n'est pas une main-d'œuvre de qualité ou bien quelque chose a changé ou cette main-d'œuvre-là n'est plus motivée, on peut déjà donc commencer à régler le problème au niveau de la main-d'œuvre. Une autre cause déterminante ici est la présence d'un nouveau concurrent. Donc, ce n'est pas que l'argent nous manque pour continuer à investir, mais la présence d'un nouveau concurrent peut avoir plus d'importance, ce qui nécessitera de mener une étude de marché qualitative afin de comprendre les attentes des consommateurs et ainsi y répondre plus efficacement que la concurrence. Qu'est-ce que la concurrence a apporté de nouveau? Qu'est-ce qu'on faisait et qu'on a arrêté de faire et que la concurrence a commencé à faire? Donc, vous voyez que dans la hiérarchisation de ces causes-là, ce n'est pas qu'on manque d'argent, mais on peut déjà agir sur la main-d'œuvre. On peut agir sur une étude de marché pour pouvoir voir ce que le concurrent fait, etc. Donc, il vaut mieux comprendre les attentes des consommateurs et répondre plus efficacement que la concurrence. Enfin, nous pourrions retrouver le matériel. Vous voyez, en dernière position pratiquement, comme cause la moins prioritaire, car le restaurant ne dispose pas du budget nécessaire pour réaménager sa salle. Donc, si on n'a pas un budget nécessaire pour réaménager notre salle, on peut néanmoins utiliser les moyens qui sont là, mais en agissant respectivement et par priorité sur la main-d'œuvre. Désormais, la main-d'œuvre est une main-d'œuvre de qualité. On a pu trouver des stratégies pour ramener les clients à notre restaurant. À force de régler donc ces problèmes, on va finir par retrouver notre clientèle initiale et par ricochet, si on a les moyens plus tard, on peut chercher à faire notre réaménagement. Parlons un peu de la cartographie et de l'évaluation des risques. La cartographie des risques est une démarche stratégique pour toute organisation visant à identifier, évaluer et gérer les incertitudes susceptibles de perturber ses objectifs et opérations. Elle consiste en une représentation visuelle des risques, facilitant ainsi leur compréhension, leur priorisation et la communication autour de ceux-ci. Ce processus est essentiel pour permettre une gestion proactive et éclairée des risques. Il est essentiel de répertorier donc pour une activité, par exemple, le risque inhérent, c'est-à-dire le risque principal, le risque incident, pour ne pas dire le risque conséquence, et enfin le risque source, pour ne pas dire les causes. En termes de démarche de cartographie, il faut identifier donc ces risques, les évaluer, les prioriser comme on l'a dit, mettre en œuvre des actions de gestion de risque et enfin suivre et faire des révisions éventuelles. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il peut y avoir d'autres risques qui vont surgir, que nous avons appelés les risques résiduels. Donc, dans le suivi, on peut faire des révisions, apporter d'autres éléments pour corriger ainsi de suite. Comment identifier les risques? On l'a dit. Identifier tous les risques potentiels pouvant affecter les activités en faisant quoi? Des ateliers de travail. Donc, il y a des réunions avec les parties prenantes pour identifier les risques. C'est très important. Nous avons, par exemple, un marché à lancer dans le cadre de l'exécution d'un projet dont on a obtenu un financement. On veut lancer un marché. Le département des marchés publics, la direction des marchés publics, est forcément impliqué dans ce processus-là. Le coordonnateur du projet est certainement impliqué dans ce processus-là.
le fournisseur qui doit livrer ou les fournisseurs qui doivent d'abord soumissionner sont impliqués. Donc, du processus d'avis d'appel d'offres jusqu'à l'exécution du marché, on a besoin d'ateliers de travail. Donc, réunion avec les parties prenantes pour identifier les risques. Peut-être qu'on a lancé un marché pour acheter des ordinateurs qui vont servir à doter peut-être des professionnels d'ordinateurs, d'outils de travail. Donc, il faut identifier des risques liés à cette activité-là. Nous avons une autre activité de sensibilisation dans une zone entre griffes rouges. Il faut réunir les acteurs autour de cette activité-là, cette activité étant bien sûr un projet. Notre objectif, c'est de pouvoir faire une activité de sensibilisation. Donc, identifier les risques liés à cette activité, il faut forcément utiliser des techniques comme des ateliers de travail. Donc, on fait des réunions avec les parties prenantes, on pose des questions aux uns et aux autres pour voir à peu près quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et qui peuvent être des éléments qui vont empêcher l'atteinte de l'objectif. Des entretiens, discussions individuelles avec les responsables de chaque département. Bien sûr, quand on prend une activité, il y a toujours ceux-là qui sont concernés par l'activité. Et quand on prend une structure, il y a chaque département. Donc, quand on vient pour faire un travail de cartographie des risques, en voulant identifier les risques, il faut forcément faire des entretiens. Il y a l'analyse documentaire. Donc, il y a des rapports d'audit qui existaient, des rapports financiers qui existaient, des rapports d'impact environnementaux qui existaient en fonction, en fait, de l'identification et de quels risques on veut identifier et en fonction de l'activité qu'on veut mener, la revue des documents internes peut être d'une grande utilité. Il y a le brainstorming, c'est-à-dire des sessions de réflexion collective. Ce sont des moyens pour identifier les risques. Comme j'ai cité plusieurs exemples, vous pouvez aller à des sessions de réunion, faire des discussions individuelles. Vous êtes, par exemple, un gestionnaire de risque. Une entreprise vous a sollicité et vous dit que depuis plusieurs mois, on a constaté une baisse régulière du personnel. Et tout le monde se demande comment se fait-il que quand on recrute quelqu'un, au bout de 3 mois, il démissionne. L'autre vient au bout de 2 mois, il démissionne. La première des choses que vous devrez faire, c'est d'arriver à identifier des risques autour de cette histoire-là. Réunir les parties prenantes, faire des ateliers de travail, faire des entretiens, faire de l'analyse documentaire, le brainstorming, etc. Ou bien vous avez des soupçons de fraude, vous avez des soupçons de détournement. Il faut toujours aller dans le sens d'organiser des ateliers, des entretiens, voir l'analyse documentaire, faire de l'analyse documentaire ou le brainstorming. Quand on finit d'identifier, il faut la phase d'évaluation, comme je l'ai dit. Il s'agit de déterminer la probabilité d'occurrence et l'impact potentiel de chaque risque par l'évaluation qualitative et quantitative ou l'utilisation de matrices pour évaluer les risques ou encore l'attribution de scores aux risques. Quand on finit l'évaluation, il faut donc la priorisation. Il s'agit de classer les risques en fonction de leur criticité en utilisant les matrices de risque ou l'analyse de Pareto. Mise en œuvre des actions de gestion des risques, elle consiste à développer et mettre en place des mesures pour gérer les risques. Ces mesures peuvent être l'élaboration de plans pour traiter, transférer, éviter ou accepter les risques ou la désignation de responsables pour chaque action. Suivi et révision. Il est très important d'assurer un suivi continu des risques et de réviser la cartographie en permanence. Outils pour la cartographie des risques. On peut utiliser la matrice des risques, donc faire une visualisation graphique des risques selon leur probabilité et impact ou des tableaux croisés pour évaluer et prioriser les risques. Il y a des logiciels qui existent, pour évaluer les risques, les cartographier même. Donc, il y a RiskWatch, vous pouvez utiliser ça. Il y a Logic Manager, il y a Metric Stream et il y a Excel. Il y a Excel que vous pouvez utiliser. On peut utiliser également des diagrammes et graphiques. Donc, diagrammes de cause à effet, comme on a utilisé Ishikawa tout à l'heure. On peut faire
le diagramme de flux également. Technique pour cartographier des risques, il y a l'analyse SWOT qu'on peut faire. Donc, identifier les risques internes, c'est-à-dire les faiblesses, les risques externes à l'organisation, c'est-à-dire les menaces. Il y a également l'analyse de scénarios, l'exploration des différentes façons dont un risque pourrait se manifester et de ses conséquences potentielles. Il y a l'atelier de risque également, donc des sessions structurées pour identifier et évaluer les risques en collaboration avec les parties prenantes, bien sûr. Directif de mise en œuvre selon la norme ISO 31010. Qu'est-ce que dit cette directive-là? D'abord, il faut la planification de l'évaluation. Ce processus implique donc de préparer l'organisation à ces évaluations initiales et continues des risques. Ces lignes directives comprennent la définition de la portée et de l'objectif de l'évaluation, la compréhension du contexte organisationnel pour l'évaluation des risques, y compris les connaissances et l'expertise des petites et moyennes entreprises au sein de l'organisation, la définition des objectifs de l'évaluation, l'établissement des critères de mesure des risques et la compréhension de la manière dont les facteurs sociaux et humains peuvent avoir un impact sur l'évaluation et la gestion continue des risques. Nous avons la gestion de l'information. Donc, la collecte d'informations est un élément essentiel de l'évaluation des risques. Et les méthodologies employées pour effectuer cette tâche doivent être conformes aux critères et aux objectifs de l'organisation. Les organisations doivent être en mesure de rechercher des informations, y compris de déterminer la fiabilité et la catégorie des sources d'informations, d'analyser les données dans leur cycle de vie historique et d'établir les incertitudes potentielles liées aux informations. En outre, l'organisation doit modéliser les données et les modèles de risque à ce stade de son processus d'évaluation. Dans ce contexte, la modélisation des données signifie la mise en correspondance des problèmes, des résultats et des représentations des processus dans un modèle qui rend viable l'évaluation des entrées et des sorties. Au point 3, nous avons l'application des techniques d'évaluation. Donc, cette directive 31010 indique comment déterminer les sources de risque, identifier les risques, examiner l'efficacité des contrôles existants et analyser la probabilité des risques. Au point 4, il faut passer à l'analyse revue. C'est-à-dire les organisations doivent être en mesure de vérifier et de valider les résultats de leur évaluation des risques en se basant sur les modèles et les mesures développées au cours des étapes précédentes. Cela implique donc également de travailler sur toute incertitude potentielle qui pourrait influencer l'analyse des résultats, comme les variables système ou les sources de données peu fiables. Enfin, les organisations doivent utiliser les résultats pour les appliquer à la prise de décision. Toujours les directives, au point 5, application des résultats de la prise de décision. Donc, toutes les décisions relatives à la mesure des risques et de leur impact sur un système, à la détermination des risques acceptables et au choix entre différents types de risques en fonction de leurs préférences, doivent être éclairées par le processus d'évaluation des risques décrits. À la phase d'évaluation de risque de projet, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord qu'on soit en mesure d'évaluer l'impact du risque, évaluer la criticité, voir quels sont les outils d'évaluation des risques et quelques grilles d'évaluation des risques. Pour faire simple, l'évaluation de risque a pour objectif de mieux comprendre les événements générateurs de risques et leur impact possible sur le projet et de pouvoir identifier correctement les risques les plus importants en termes de conséquences pour le projet. Elle vise donc à quantifier la gravité des conséquences et la fréquence, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence de chaque risque, à déterminer ses causes et ses conséquences, dommages ou préjudices, bien sûr. Comment évaluer l'impact du risque? Je prends un exemple. Nous avons la probabilité d'occurrence. Ici, on va mettre élevé, moyenne et puis faible. Quand je prends, pour parler de niveau de priorisation, je parle donc de la probabilité d'occurrence. Et quand nous prenons l'ampleur de l'impact,
l'ampleur peut être faible ou élevée. Donc, quand je fais un croisement entre la probabilité d'occurrence élevée et l'ampleur de l'impact qui est faible, j'aurai forcément une criticité qui est faible. Quand je prends la probabilité d'occurrence croisée avec l'ampleur de l'impact qui est élevée, probabilité d'occurrence bien sûr élevée, ampleur de l'impact élevée, ça veut dire donc que la criticité est très élevée. Pardon. Quand je prends la probabilité d'occurrence moyenne et que je prends l'ampleur de l'impact qui est faible, la criticité est faible. Quand je prends la probabilité d'occurrence et que je prends l'impact élevé, moyenne et élevée, je me retrouve à élevé. Et quand je prends la probabilité d'occurrence croisée, probabilité d'occurrence faible bien sûr, croisée à l'ampleur de l'impact qui est faible, je me retrouve à très faible. Et quand je prends la probabilité d'occurrence faible croisée avec l'ampleur de l'impact élevée, je me retrouve donc à une criticité moyenne. Pour dire, l'analyse des risques doit se faire en intégrant tous les événements générateurs de risques en termes de probabilité d'occurrence et d'impact probable sur le projet. Elle doit déterminer les risques méritant un traitement poussé et permettre d'estimer la criticité des risques correspondants. Seule une analyse systémique permet de retracer la chaîne d'événements ayant conduit à l'accident ou l'incident. Elle recherche donc l'ensemble des causes. Il s'agira de mettre en évidence les signes distinctifs de chaque risque identifié. Vous voyez un peu l'évaluation de la criticité. On est dans un sens où, à votre gauche, vous allez voir la probabilité. Lorsqu'elle est très forte, on a le point 4. On va attribuer juste des points, des critères d'évaluation. Donc, on met 4. Quand c'est fort, on met 3. Quand c'est moyen, on met 2. Et quand c'est faible, on met 1. Quand on voit l'impact de risque, on a faible qui a le point 1, moyen qui est à 2, 3 qui est fort, 4 très fort. Donc, quand j'obtiens 4, c'est que l'impact est très fort. L'impact du risque est très élevé. Alors, on va faire un croisement. Quand je prends la probabilité multipliée par l'impact faible, une probabilité très forte, multipliée par un impact de risque faible, je me retrouve à 4. C'est-à-dire 1 multiplié par 4, je me retrouve à 4. Et j'ai mis exprès la couleur verte. Je prends une probabilité forte et un impact de risque faible. Je me retrouve à 3, c'est-à-dire 3 multiplié par 1. Je me retrouve à 3. Couleur verte toujours. Je prends maintenant une probabilité moyenne croisée avec un impact faible. Je me retrouve à 2, c'est la couleur jaune qui est là. Je prends une probabilité faible multipliée par un impact de risque faible. Je me retrouve à 1, la couleur jaune est là. Quand nous faisons le même exercice, probabilité très forte multipliée par impact de risque moyen, 4 multiplié par 2, ça fait 8. On a souligné au rouge. Quand nous prenons 3 multiplié par 2, on se retrouve à 6, c'est-à-dire probabilité très forte multipliée par impact de risque moyen, on se retrouve à 6. 2 multiplié par 2 également, on se retrouve à 4. 1, c'est-à-dire probabilité faible multipliée par impact de risque moyen, on se retrouve à 2, couleur jaune. Je vais vous faire cadeau du reste de la lecture de ces croisements-là et nous allons à l'interprétation de la criticité en réalité. Quand je prends de 1 à 2, la criticité est minime. Donc, allez trouver des solutions à une criticité minime alors qu'il y a des criticités élevées, c'est-à-dire qu'on a un problème dans notre organisation. Quand nous prenons entre 3 et 6, la criticité est moyenne, donc acceptable. Mais au-delà, entre 8 et 16, la criticité est donc élevée, donc non acceptable. Donc, il faut commencer à hiérarchiser. Voilà comment on peut évaluer la criticité. On va prendre un cas pratique de cartographie de risque lié à un processus de gestion de cantine scolaire. Il y a beaucoup d'exemples. Hein. On peut faire la cartographie de la gestion des ressources humaines, on peut faire la cartographie
de l'octroi d'un crédit à une entreprise, on peut faire plusieurs types de cartographie. Mais on va prendre la cartographie de la gestion des cantines scolaires. Dans un premier temps, il faut identifier les risques. Et comme je vous ai dit, il y a des techniques qu'on va utiliser pour identifier les risques. Elle va reposer sur une analyse du processus de gestion des cantines scolaires, donc impliquant les parties prenantes. On peut faire des entrevues avec eux, on peut lire les anciens documents d'audit qui ont été réalisés, etc. Mais on a besoin des gestionnaires de ce projet-là. C'est un projet, bien sûr, des cantines scolaires. Il y a les fournisseurs, ce sont des parties prenantes. Il y a le personnel de cuisine, il y a même les enseignants, il y a les parents qu'il faut associer. Et on peut avoir des risques sanitaires, des risques financiers, des risques opérationnels, des risques environnementaux, des risques sociaux. Donc, l'identification des risques va tourner autour de ces aspects-là. Quand on prend les risques sanitaires, il y a une intoxication alimentaire, par exemple. Il y a le non-respect des normes HACCP. Il y a les risques financiers, dépassement budgétaire. Il y a des fraudes peut-être. Il y a des pertes de fonds. On prend les risques opérationnels. Il y a des ruptures d'approvisionnement. Il y a une mauvaise organisation. Quand on prend les risques environnementaux, il y a gaspillage alimentaire. Il y a même l'impact écologique qu'il faut prendre en compte. Les risques environnementaux, l'environnement du travail, il y a le conflit entre personnel, insatisfaction des élèves. Donc, ce n'est pas celui qui est chargé de faire le travail ne va pas tout de suite se mettre à dire que ça, c'est un risque sanitaire, c'est un risque financier, c'est un risque opérationnel tout de suite. Il faut qu'il essaie de lister l'ensemble des problèmes qui peuvent entraver l'atteinte des objectifs de gestion de la cantine scolaire. Donc, quand on se met à mettre intoxication alimentaire, le non-respect des normes HACCP, le dépassement budgétaire, les fraudes, pertes de fonds, ainsi de suite. Quand on finit ce travail, il faut donc voir chaque personne, chaque responsable de département pour savoir, à ce risque-là, on peut classer ça dans le groupe des risques sanitaires. Ce risque-là, on peut classer ça dans le risque financier. Ce risque, on peut le mettre dans les risques opérationnels. Cet élément, on peut mettre ça dans les risques environnementaux. Cet élément, on peut mettre dans tel risque. Voilà à peu près ce qui se passe. L'analyse et l'évaluation des risques maintenant. Donc, ce n'est que des éléments qu'on a sélectionnés. On ne peut pas prendre tout. On ne peut pas prendre tout. Quand je prends l'intoxication alimentaire, le non-respect des normes, je ne peux pas prendre tous ces aspects-là et les analyser avec le temps qui nous est imparti. Chaque risque est évalué selon donc sa probabilité d'occurrence. Donc, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est probable ou bien est-ce que c'est rare? Est-ce que son impact est faible, modéré, critique? Son impact est-il faible, modéré ou bien critique? Son niveau de maîtrise actuel, est-ce que c'est contrôlé, partiellement contrôlé ou carrément non contrôlé? Voilà la hiérarchisation, bien sûr, après la cartographie. L'ensemble des risques identifiés est présenté sous forme d'une matrice de criticité, bien sûr, une grille d'analyse croissant impact et probabilité, croisant impact et probabilité. Donc, cette représentation permet de distinguer les risques majeurs à traiter en priorité, les risques modérés nécessitant un suivi, les risques mineurs à surveiller. Donc, l'objectif que recherche ce travail préalable, c'est d'arriver donc à savoir quels sont les risques majeurs qu'on doit traiter rapidement, quels sont les risques modérés et qui nécessitent juste un suivi, et quels sont les risques mineurs qu'on doit surveiller. Outils et techniques de cartographie des risques. Pour une mise en œuvre efficace, plusieurs outils peuvent être utilisés. Comme on a cité plus haut, on a des outils d'analyse. Le diagramme d'Ishikawa, on peut utiliser ça, permet donc d'identifier les origines des risques. Il y a l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité utile pour hiérarchiser les risques. Il y a l'analyse SWOT appliquée au risque afin de définir donc les forces et faiblesses du processus. Les outils de représentation, on peut avoir la matrice de criticité, donc probabilité croisée impact.
Il y a la cartographie dynamique sous forme de tableau de bord. On a dit, on peut utiliser donc Excel pour faire ce tableau-là. Il y a les logiciels de gestion qu'on peut utiliser, donc outils de représentation, donc les logiciels de gestion de risque, ERM ou bien Risk Manager qu'on peut utiliser. Alors, quand on a fait tout ce travail-là et qu'on fait une synthèse, vous voyez, outils et techniques de cartographie, quand on prend les risques, je prends juste intoxication alimentaire, qui, plus haut ici, l'intoxication alimentaire fait partie des risques sanitaires. J'ai juste pris ça par exemple. Lorsqu'on prend l'intoxication alimentaire, la probabilité est élevée, l'impact est critique, le niveau de maîtrise partiellement contrôlé. Donc, priorité d'action, vous voyez que c'est prioritaire. L'action, elle est prioritaire ici. Quand je prends la fraude sur les facturations, ça relève de l'ensemble des risques financiers. Probabilité moyenne, impact très élevé, niveau de maîtrise non contrôlé. Donc, priorité d'action, elle est prioritaire. Il faut une action prioritaire. Il y a la rupture d'approvisionnement. La probabilité est élevée, l'impact est moyen, partiellement contrôlé, donc priorité d'action modérée. Conflit entre le personnel, on trouve que bon, la probabilité est moyenne, l'impact est moyen, donc le niveau de maîtrise contrôlé, on peut dire donc priorité d'action faible. C'est pour dire on a juste pris quelques risques de l'ensemble des risques financiers, risques organisationnels, risques environnementaux, etc., qu'on a essayé donc de calculer leur criticité et arriver à les hiérarchiser. Action de mitigation des risques. Comment donc maîtriser ces risques-là? Numéro 1, on va mettre en place un contrôle sanitaire rigoureux, c'est-à-dire vérification HACCP, audit régulier, on peut faire ce travail-là, juste pour corriger l'intoxication alimentaire. On va prendre au point de la digitalisation de la gestion financière, donc suivi des transactions, faire des audits, etc. Ça va régler la question de fraude sur les facturations. Quand nous prenons la diversification des fournisseurs désormais pour limiter les risques de rupture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On est là, rupture d'approvisionnement. Il faut diversifier les fournisseurs désormais, ne plus confier notre gestion entière à un seul fournisseur, il faut diversifier. Au point 4, comme vous voyez, au point 4, on avait dit que la priorité d'action est faible. Donc, au point 4, former le personnel à la prévention des risques, donc protocole, gestion des conflits, etc. La cartographie des risques appliqués donc à la gestion des cantines scolaires permet d'anticiper et de maîtriser les problématiques majeures pouvant affecter le bon fonctionnement du service en adoptant bien sûr une démarche systématique et en utilisant les bons outils. Il est possible d'améliorer la qualité du service et de réduire les incidents et d'optimiser les ressources mises en œuvre. Mesdames, Messieurs, chers participants, ce soir, nous avons parlé de la gestion des risques de projet-programme. On ne saurait parler de projet-programme sans savoir ce que c'est qu'un projet. Et vous-même, vous savez déjà, quand on parle de projet, il s'agit de quoi? Et quand on parle de programme, il s'agit de quoi? Peut-être que dans les questions tout à l'heure, nous allons essayer de répondre à ceux qui se demandent c'est quoi un projet ou ceux qui se demandent c'est quoi un programme. De toute façon, nous avons vu comment est-ce qu'il faut mettre en œuvre des actions pour limiter au mieux les risques. Il s'agissait pour nous ce soir d'aborder donc la notion de risque. Nous avons également vu les notions de management des risques, les approches méthodologiques pour identifier les risques, les phases d'évaluation des risques. Je vous sais gré de votre attention. Je voudrais dire merci encore une fois de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vais laisser la parole à l'expert comparé pour la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup à notre formateur du jour, M. Vigino Eric, pour cette brillante présentation, mais aussi éclatante, qui a été vraiment très claire. Je devais, en tout cas, avant que nous passions à la deuxième phase, qui est la phase de
questions-réponses résumées, mais j'ai vu que alors vous êtes revenu sur ça pour encore faire le résumé de ce que vous nous avez présenté. Donc, avec la permission des uns et des autres, nous allons aller directement à la phase des questions-réponses. Maintenant, je m'en vais vers vous, Monsieur Viginou, pour voir comment est-ce qu'on va organiser les réponses. On va d'abord prendre les questions et ensuite répondre, ou bien nous allons répondre en même temps. Nous allons prendre les questions et répondre après. D'accord, merci beaucoup. Alors donc, comme je le disais, nous sommes à la phase des questions. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Donc, vous pouvez lever votre main avec l'option lever, comme vous pouvez nous écrire dans le chat. Merci. Je ne vois pas de main levée pour le moment. D'accord. Il n'y a toujours pas de main levée, monsieur Compaoré. Il y a une main levée. D'accord. Monsieur Compaoré, si vous permettez, il y a une main levée. Oui, il y a une main levée. C'est Abizeta Gira. Donc, vous avez la... Ah, Abizeta, hein? Oui. Oui, ça. Abizeta, le nom de famille, s'il vous plaît. Gira. Gira. Oui. D'accord. Votre question. Bonsoir à tous et merci pour la brillante présentation. Et moi, ma question est la suivante. L'élaboration de la cartographie des risques, je vois que vous avez utilisé des indicateurs. En général, pour d'autres cartographies, on utilise des échelles. Okay. Maintenant, je voulais savoir quelle est la bonne pratique et également les actions de contrôle. J'ai vu que, sauf si je n'ai pas bien suivi, c'est la cartographie des risques bruts que vous avez eu à identifier. Est-ce que les actions de contrôle doivent intervenir? Si toutefois, on adopte le processus d'échelle, et quelle est la bonne pratique pour pouvoir mettre ces échelles-là en place? D'accord. Merci à vous, Madame Gira. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Augustine Nana, donc vous avez la parole. Augustine. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, ma question est que, est-ce qu'il est possible souvent qu'il arrive qu'après une analyse des risques, le niveau de criticité est bon, on arrive à un résultat qui est assez grave à tel point qu'on ne puisse pas trouver de solution? D'accord. D'accord. Merci Et à quel vous. et quel est ce niveau critique? D'accord. Ok, monsieur Viginou, est-ce qu'on peut déjà répondre? Oui, on peut déjà répondre à ces deux questions-là. Nous allons commencer par Madame Nana, qui demande est-ce qu'il y a un niveau d'analyse de risque qui est assez grave au point de ne pas trouver des solutions. Comme on l'a si bien dit plus haut, quand on identifie les risques critiques, les risques majeurs, les risques modérés ou les risques mineurs, on peut avoir des risques, mais dire qu'on ne peut pas trouver de solution, c'est trop dit. L'objectif en réalité de la cartographie des risques est de pouvoir identifier les risques, les hiérarchiser pour voir quelles sont les actions à mener afin d'éliminer ou d'éviter, de limiter, j'allais dire, en fait, l'impact négatif sur l'atteinte des objectifs. Alors, il y a des fléaux
qui peuvent arriver, des aléas qui ne dépendent pas forcément de nous, après des estimations, mais en cas de catastrophe, qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien à des moments donnés. En cas d'insécurité, on peut vraiment élaborer la cartographie des risques, on peut tout dire, mais il y a un niveau minimum, on va dire, bon, si ça atteint ça, on peut trouver des solutions, mais si ça atteint ceci, on ne peut pas. Donc, ça dépend de comment est-ce que la cartographie a été élaborée, à trouver donc les risques bruts jusqu'à obtenir les risques mineurs. Pour ne pas trouver de solution, non, je pense qu'il y a toujours des solutions. Hein. Comme on l'a dit, en utilisant le management à l'autruche, à un moment donné, c'est aussi une forme de gestion de risque. On peut dire, bon, OK, on est face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux et puis on avance. Ça dépend de quel système de management de risque vous voulez adopter pour voir s'il faut régler ou il ne faut pas régler. Maintenant, si ça ne dépend pas de vous et que ça ne dépend pas des acteurs, on n'a pas le choix, on fait avec et puis on avance. Madame Abizeta a parlé de la cartographie des risques, échelle ou indicateur. Alors, nous avons plusieurs méthodes de cartographie de risque et plusieurs outils qui peuvent nous aider. On peut aller à l'échelle de 1 jusqu'à 15 comme ça et voir quand on est à 15, c'est très grave. Quand on est peut-être entre 10, 15, c'est très grave. Quand on est entre 5 et 10, c'est moyen. Et quand on est entre 1 et 5, c'est très faible. On peut aller avec cette échelle-là. Comme on peut aller avec des pourcentages. On se dit donc, à 10%, le risque est un risque mineur. Quand on est à 15%, c'est un risque modéré. Quand on est à 20%, c'est un risque majeur. Et quand on est à 40%, c'est un risque critique, vraiment qu'il faut prioriser et commencer à régler au plus vite. C'est vrai que j'ai touché juste les risques bruts. Ça n'empêche pas d'utiliser des moyens pour obtenir les risques nets en quelque sorte. C'est-à-dire que nous avons un risque qui est brut, mais ce risque-là peut entraîner d'autres types de risques en fonction de leur criticité. Et dans chaque sous-risque, on peut arriver donc à faire des échelles d'évaluation aussi et voir dans quelle mesure il faut abandonner. Vous avez vu que quand on a pris le risque financier, où on a parlé qui peut être question de détournement ou quoi, on a juste choisi un risque. Maintenant, dans ça, il peut y avoir d'autres types de risques qu'on va prendre en compte et faire des échelles également d'évaluation. Bonne pratique pour mettre en œuvre ces échelles. Bon, je ne saurais vous dire quelles sont les bonnes pratiques si on a une cartographie des risques et qu'on a essayé de trouver des mesures de mitigation de ces risques-là. Ce n'est que cette pratique-là qu'on peut utiliser. Outils souvent utilisés dans les structures, il y a beaucoup de structures, ils peuvent adopter Excel pour faire la cartographie de leurs risques, identifier les risques bruts et aller aux risques nets. Donc, j'ai les risques bruts, j'ai la maîtrise, risque net, ça va donner quoi? Donc, la responsabilité, il faut identifier une responsabilité et voir les délais à déterminer. En gros, c'est la réponse que je peux apporter à Mesdames Guira et Nana. Je vous remercie. Monsieur Compaoré, vous avez d'autres questions? Bon, non, pas pour le moment. Il n'y a pas de questions. Hein. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas aussi d'écrit dans le chat. Très bien. J'avais prévu faire un complément. Il y a une question, c'est ça? Je voulais, par rapport à ma question, je voulais demander d'autres compléments de réponse. D'accord, c'est Madame Guira? Oui, c'est Madame Guira. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, pour quelqu'un qui opte pour des échelles d'évaluation, OK. Par exemple, on prend le plus haut niveau à 5. OK, le plus haut niveau. Pour l'impact et la probabilité. OK, le plus haut, pour l'impact et la probabilité, le plus haut, c'est 5, c'est ça? 5, oui. En descendant, le risque devient plus faible. La probabilité devient plus faible ou l'impact devient plus faible. OK. Maintenant, pour avoir une échelle pour pouvoir évaluer le contrôle, quelle est la bonne méthode?
on part sur la même, le même niveau d'échelle ou bien on part de sens inverse? Ah, d'accord. Non, non, on part sur le même niveau d'échelle en réalité. Tout s'évalue au niveau de la criticité en fait. Il faut avoir calculé la criticité, c'est-à-dire la probabilité croisée à l'impact. Oui, tout à fait. Et à cette probabilité, lorsque vous avez l'échelle, par exemple, de 5 en descendant, vous pouvez dire que quand c'est 5, c'est majeur. Quand c'est 4, c'est moyen peut-être. Quand c'est 3, c'est mineur. Et quand c'est 2 et 1, c'est carrément faible. OK. Donc, en fonction, quand c'est vraiment critique, vous pouvez alors attribuer l'échelle 5, ainsi de suite en descendant. Oui, en fait, on dirait que je ne me suis pas fait comprendre. Je veux savoir, est-ce que la bonne méthode pour l'échelle de contrôle, c'est de mettre en place la même échelle 5 comme étant le niveau de contrôle qui est maîtrisé, OK. et le niveau de contrôle qui est assez bas? Ou bien on met un niveau de contrôle maîtrisé, adapté, et le 5, pas de contrôle ou contrôle insuffisant. C'est ce que je veux savoir. Ah, d'accord, d'accord. Ça dépend de la notation. Lorsque vous choisissez, vous voyez un peu ce qui est ici. Lorsque nous prenons la probabilité, vous avez à l'écran ce qui est là? Oui. D'accord. Nous prenons l'échelle de 1 à 16. Lorsque nous prenons par exemple 4 comme probabilité très fort et 1 comme l'impact, vous voyez que ça fait 4 multiplié par 1, on est à 4. Donc, on est dans l'échelle criticité moyenne, donc acceptable. Oui, ça j'ai compris. Donc, vous pouvez adopter cette option-là en prenant 4 de 1 jusqu'à 16, de 1 jusqu'à 16, en descendant. Donc, de la criticité élevée à la criticité minime. OK. Avant de faire ce croisement-là, je rappelle que vous devez identifier l'évaluation des probabilités. C'est vous qui attribuez les points. Oui, en fait, cette partie, je l'ai compris, mais en fait, je veux savoir, puisque le contrôle vient en réduction, généralement, on multiplie aussi les actions de contrôle par la criticité pour pouvoir réduire. Absolument. Maintenant, je veux savoir quelle est la bonne pratique. Est-ce qu'il faut adopter un sens d'échelle contraire aux deux critères, notamment la probabilité et l'impact? Est-ce qu'il faut, pour le contrôle là, est-ce qu'il faut... Pour le contrôle, vous êtes obligé d'adopter un sens contraire. D'accord. Vous êtes obligé d'adopter un sens contraire, Madame Guida. OK, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux parler? C'est OK, allez-y. Moi, c'est Madame Nana encore. Ah, d'accord, allez-y, Madame Nana. Moi, j'ai souvent entendu parler de risque transférable. OK, risque transférable. Oui. Et souvent, par exemple, pour le cas souvent des transferts de fonds, et quand on évalue les risques, et souvent pour apporter une solution, on dit il faut lier une convention avec une société de transfert de fonds. À ce moment, le risque est transféré sur une autre société. Comment on peut évaluer ce niveau-là qui puisse nous permettre d'aller vers une décision de transférer le risque sur une autre société? Ah, d'accord. Dans le développement tout à l'heure, il s'agit des risques assurables en fait. Okay. Dans le développement tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Vous êtes par exemple un bureau d'études. Vous n'avez aucun contrôle par exemple sur un accident sur un chantier de construction. Un accident vous avez pris un chantier de construction de route. Financement obtenu peut-être par la Banque mondiale ou quoi, etc. Auprès de la Banque mondiale. Ce risque d'accident, vous n'avez aucun niveau de contrôle. Ce n'est que les compagnies d'assurance qui peuvent donc essayer
en cas de sinistre ou en cas d'accident, de venir à votre secours. Donc, il faut transférer ce risque-là. C'est les acteurs qui sont chargés de la gestion de ce projet de construction de route qui peuvent donc, dans la cartographie des risques, identifier et dire que il peut y avoir un incident, on peut avoir un accident où la criticité à l'échelle peut-être est à 5, notre criticité est très élevée. Et les acteurs vont se dire, mais ce risque-là, attention, on ne peut pas contenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers les compagnies d'assurance pour faire face à ça. Voilà à peu près ce qu'il faut faire. Maintenant, en ce moment, est-ce que dans l'analyse ou dans les évaluations, est-ce que l'entreprise doit toujours tenir compte de l'existence de ce risque quand même? Dès que le risque est transféré, ce n'est que le suivi de la gestion de ce risque-là qui est plus important. Ah, d'accord. Parce que quand le risque suivait, il faut s'adresser à la compagnie d'assurance. Donc, c'est le suivi de ce risque-là qui est l'élément plus important, que ce soit au début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin du projet. OK. On attend toujours la définition de projet et programme. Moi, je comprends par projet. OK, allez-y. Quelque chose qui est venu pour résoudre une problématique et qui a une durée dans le temps et qui doit s'arrêter avec le temps. Okay. Maintenant, un programme, c'est un ensemble de projets. Très bien. Je ne sais pas si ma compréhension est juste. Vous avez une très bonne compréhension. On va juste faire la synthèse après. D'accord. Merci, Madame Nana, pour votre contribution. Et vraiment, merci beaucoup. Nous écoutons, mais je ne vois pas de main levée. D'accord, il n'y a pas de questions dans le chat aussi? Dans le chat, non, il n'y a pas de questions. Très bien. Pas de questions, pas de questions. Je pense que nous sommes dans le temps, hein? Oui, nous sommes dans le temps. Parfait. Je pense que vous pouvez passer à votre résumé. D'accord. Comme Madame Nana a dit tout à l'heure, un projet, c'est une activité temporaire qui a un objectif bien précis, hein? Ça a un début, un début et ça a une fin. Et le programme, c'est tout un ensemble de projets interconnectés visant à atteindre un objectif quand même stratégique assez global. Donc, c'est ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Il y avait la norme HACCP également qui est apparue. Je n'ai pas eu de questions par rapport à cela. Sûrement que des gens maîtrisent cette norme-là. Mais c'est quand même un système qu'on va nommer Agile Analyse and Critical Control Point, qui est une méthode de gestion de sécurité alimentaire permettant d'identifier, d'évaluer, de maîtriser les dangers significatifs liés à la production et à la distribution des aliments. Donc, dans les propositions d'outils de mitigation, il faut penser à ça. Il y a 7 principes qui reposent sur cette norme-là. Il y a l'analyse des dangers, la détermination des points critiques de contrôle, l'établissement des limites critiques, la mise en place d'un système de surveillance, la mise en place d'actions correctives et l'établissement des procédures de vérification et enfin, la constitution de dossiers et documentation. Donc, c'est ce que j'allais compléter par rapport à la norme HACCP. Je vous enverrai éventuellement la documentation à toutes fins utiles. D'accord, merci beaucoup. Un fichier Excel qui va servir à cartographier des risques présentés sous forme de liste. On peut essayer en son temps également d'envoyer cette documentation si ça va être utile aux participants. D'accord, merci beaucoup. Merci. Est-ce que... Monsieur Ouedraogo Justin? Oui, monsieur Compaoré. Ok, donc, nous sommes à la fin. D'accord, merci beaucoup, monsieur Compaoré. Merci également, monsieur Patrick, pour votre disponibilité et votre engagement pour partager vos connaissances avec notre communauté. Merci également à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas si monsieur Panou a un dernier mot avant la clôture. Je n'ai qu'un seul mot. Le merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne soirée.
D'accord. Monsieur merci Ouedraogo, beaucoup. Oui, j'ai fini, vous avez la parole. d'accord. Merci beaucoup. Et on espère qu'on va vous retrouver une autre fois encore pour un autre partage. Merci Inch'Allah. à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour un autre webinaire. Ça porte sur le recouvrement. Merci et Ok. très bonne soirée à tout le monde. Merci. Très bonne soirée à tous.